À cause d'une malformation de la verge dont il n'ose parler à personne, Louis XVI attendra 7 ans avant de consommer son mariage avec Marie-Antoinette, une petite anomalie génitale qui a bien failli modifier le cours de l'histoire. Aujourd'hui, dans Le Docteur, on va répondre à toutes vos questions sur le pénis. Oui, cette partie de l'anatomie masculine qui souffre toujours de nombreux tabous. Alors, on ne parlera pas seulement des malformations qui touchent le pénis, mais aussi de tout ce qui peut vous gêner, messieurs, puis aussi madame, finalement. Pathologie, taille, forme. Et on n'oubliera pas de répondre à vos questions sur le plaisir de la sexualité. Et bien sûr, si vous êtes avec vos enfants, on vous invite à les éloigner de l'écran. Cette émission ne leur est pas destinée. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Sébastien Belay, qui est urologue, andrologue. Rebonjour. Et le docteur Wilfried Pavageau, médecin sexologue. Bonjour. On va commencer avec cette question. On nous demande quels soins du pénis sont essentiels et quelle hygiène au quotidien. L'hygiène qui est destinée à l'ensemble du corps, c'est-à-dire une toilette quotidienne, c'est suffisant. Ça ne nécessite pas non plus d'excès. On rencontre régulièrement des patients qui ont une manie de la propreté, qui utilisent des lingettes. Et voilà. Donc ça, c'est inutile. Il faut simplement se laver tous les jours le pénis comme le reste. Question d'Aline. À quoi sert le prépuce? Peut-on le retirer à l'âge adulte? À quoi sert le prépuce? On nous a pas dit à quoi ça allait servir quand il a été mis là où il est. Donc il se trouve qu'il est là. Une de ses utilités, en tout cas, c'est de préserver la sensibilité du gland, qui, tant que le prépuce est là, est recouvert de muqueuse et donc est relativement sensible. Une fois que le prépuce est retiré, donc oui, on peut le retirer à l'âge adulte par une opération qui s'appelle une circoncision. Cette sensibilité s'atténue un petit peu et chez certains, la fragilité vis-à-vis des infections peut également diminuer suite à l'ablation de ce prépuce. On nous demande quelle est la taille minimale du pénis et la taille maximale. Question de taille toujours. On fait quoi là? On écoute un petit micro-trottoir? Je voulais me poser la question. Vous n'allez pas bien, mon cher Régis. Oui, effectivement, un micro-trottoir, parce qu'on s'est posé la question de savoir la taille du pénis. Est-ce que c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Micro-trottoir et reportage, Clémence Gardeil et Aldo Cardulo. Vous ne m'aidez pas alors en rigolant. Qui vous ont posé la question, mesdames. Excusez-moi. Lorsqu'on évoque le sexe masculin, il est souvent question de performance. Mais se mesure-t-elle vraiment comme on croit? Nous sommes allés poser la question aux premières intéressées. Est-ce que la taille, ça compte? Ça dépend des personnes, hein. On peut pas juger tout le monde. Chacun sa caractère, chacun. J'ai 90 ans, alors vous savez, ça n'a plus aucune importance. Quand j'avais votre âge, c'était pas le genre de questions qu'on se posait, ni ça se disait pas, ça ne se faisait pas. Toi, Aubergine, qu'est-ce que tu en penses de la taille? Vous me gênez, là. C'est quoi qui peut le dire? Alors? Ça dépend quand même d'une certaine mesure, quoi. Je pense que pour un homme, c'est très important parce qu'il voilà, il y a tout un tabou autour de ça. Pas trop maximum non plus, aussi. Pas trop, enfin voilà. Voilà, je pense que... C'est trop petit. Bah oui, oui. Ça change. Bon, avec ça, on sait Très toujours... bien, se prend sur l'aubergine. Parfait. Avec ça, on sait toujours pas la taille. Oui, alors la taille varie d'un pays à l'autre. Donc il y a des enquêtes avec des prises de mesures anatomiques qui sont faites. Donc il y a déjà la taille au repos, la taille en érection. La taille au repos, beaucoup d'hommes y accordent beaucoup d'importance. Mais pour ce qui concerne le micro-trottoir qu'on vient de voir, je pense qu'on parlait de taille en érection. En moyenne, en France, on est aux alentours de 14 cm en érection. Et les chiffres sont connus, ils sont variables d'un pays à l'autre, avec des lieux communs qui sont qu'en Afrique, les verges sont un peu plus longues, un peu plus courtes en Asie. Et je crois savoir que le pays dans lequel les verges sont les plus courtes est la Corée du Sud. Alors, j'allais dire plus sérieusement, non pas que ce que vous disiez, c'est pas sérieux, mais sur la taille au repos, on parle quelquefois en médecine de micropénis. Ma question derrière ça, c'est à partir de quelle taille il faut vraiment s'inquiéter, c'est-à-dire qu'il y a un souci au-delà pour les rapports sexuels. Alors, s'inquiéter pour son enfant, je pense que ça, il faut le laisser au pédiatre. C'est pas aux parents de se dire, là, ça va pas, je vais aller voir un urologue pour le petit, parce que ce sont des consultations que l'on fait de temps en temps et même avec toute l'empathie qu'on peut avoir, c'est toujours un peu traumatisant pour le garçon qui se rend compte de la raison de la consultation. Donc déjà, ça c'est les parents aller voir le pédiatre et ne pas aller voir l'urologue, surtout pas un andrologue avec le petit. Pour les patients qui sont adultes, la taille
ce qu'on peut considérer comme un micro-pénis, c'est des verges qui font moins de 5 cm en érection. Et Patrick nous demande justement si un tout petit pénis, c'est un handicap. Au quotidien, il y a quand même beaucoup d'hommes qui le vivent comme un handicap, et puis aussi certaines femmes qui, évidemment, face à un micro-pénis ou à un sexe qui est petit, même, hein, même quand on est dans les fourchettes basses, certaines femmes vont dire oui, bon, voilà, je ne vais pas trop faire avec, elles n'aiment pas ça. Ça aussi, c'est dans l'apprentissage, c'est culturel, c'est un parcours de vie, mais c'est souvent vécu comme un handicap, oui. Question de Marie, la longueur du pénis en érection peut-elle varier d'un jour à l'autre chez le même homme? Non, à quelques millimètres près, non, c'est globalement la même chose. C'est pas tant d'un jour à l'autre, c'est en fonction de vraiment la qualité de l'érection. Et là, les érections ne sont pas toujours l'érection maximum. Et du coup, la qualité de l'érection peut varier. Je pense qu'il y a surtout une histoire de couple, comme c'est écrit dans le Kama Sutra. Il y a des gens qui vont bien ensemble, des gens qui ne vont pas bien ensemble. Pour ce qui est de l'anatomie notamment. Et voilà. Didier demande si la longueur du pénis est importante pour la pénétration. Alors, pas obligatoirement. Ça dépend aussi évidemment de la femme avec laquelle on est. Il se trouve qu'effectivement, si on est par exemple chez les Asiatiques, la taille du sexe de l'homme va avec la taille du vagin de la femme. Donc déjà, ça s'emboîte bien. Et puis ensuite, c'est pas toujours la longueur qui est importante, souvent plus la largeur. Et puis, ce que beaucoup d'hommes croient, c'est que c'est le mouvement de va-et-vient qui est important, alors qu'en fait, c'est souvent plus la bascule faite avec le sexe en érection qui est importante pour les sensations dans le vagin de la femme. Donc, c'est pas le mouvement de va-et-vient et donc pas la longueur obligatoirement. On est à la 5e, 6e question, là. C'est 5e, 6e question sur la taille. Alors évidemment, ce n'est pas représentatif des questions des Français, puisque les gens vous envoyez vos questions par SMS ou sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire que vous avez beaucoup de questions sur la taille. Ça suscite autant d'inquiétudes, j'imagine? Alors, moi, à mon cabinet, non. Les gens ne viennent pas me voir pour ça en consultation. En revanche, j'anime aussi des chats de sexologie et je travaille aussi sur une radio où là, oui, il y a beaucoup de questions. Alors plutôt des gens jeunes d'ailleurs, hein, qui sont dans l'inquiétude quand on est adolescent. Un garçon, ça se pose des questions, ça regarde, ça compare. On est dans la compète. Hein, et donc plutôt à ces âges-là. Chez des hommes plus matures qui ont déjà eu plein d'expériences sexuelles, souvent, ils ne se posent plus trop la question à partir du moment où ils ont trouvé du plaisir et des partenaires. Alain demande quelle différence il y a entre un pénis circoncis et un pénis non circoncis. La différence anatomique, c'est qu'un pénis circoncis, il n'y a plus de prépuce, donc le gland est découvert. Et la différence fonctionnelle, s'il s'agit d'un homme qui réfléchit à être circoncis, la différence, donc, c'est surtout une moindre sensibilité du gland et dans une certaine mesure une moindre facilité à avoir un glissement au moment de la pénétration, parce que le prépuce sinon joue le rôle d'un feuillet de glissement supplémentaire qui n'existe plus quand il y a une circoncision complète. Et un vrai intérêt pour les maladies infectieuses ou pas? Alors là, il y a un vrai intérêt, oui. Ça a été étudié. Il y a des campagnes de circoncision qui sont pratiquées dans les pays d'Afrique dans lesquels l'incidence de l'infection virale à VIH est importante. Et on sait, sans du tout dire aux téléspectateurs que la circoncision préserve du VIH, pas du tout, mais il y a un peu moins de risque de transmission quand cette muqueuse du gland s'épaissit suite à la circoncision. Voilà. Mais ça ne constitue en aucun cas une prévention efficace et suffisante. Question de Amar. Lors d'un rapport, mon pénis a pris un coup comme une foulure. Que faire? Là, dans ces cas-là, le mieux, c'est de voir un urologue assez rapidement. Parce que s'il s'agit d'un traumatisme important, il peut y avoir une fracture du corps caverneux, avec des conséquences sur la qualité de l'érection. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'urgence. Donc, essayez de voir soit un urgentiste, soit un urologue rapidement dans la journée. Et la deuxième chose, c'est que s'il constate un bleu ou un saignement au niveau du méa urétral, il faut qu'il voit un urologue dans les jours qui viennent, afin de prévenir l'apparition d'une déformation de verge, qu'on appelle la maladie de la péronie. On a une question justement là-dessus de Vincent, qui dit « Mon pénis est courbé », donc je pense qu'il s'agit bien d'une maladie de la péronie. Est-ce qu'il y a une solution autre que l'intervention chirurgicale pour le redresser? Oui. Alors, si c'est une déformation qui est liée, qui est congénitale, ce qu'on appelle la courbure de verge congénitale, le seul traitement, c'est chirurgical. Dans la plupart des cas, ça n'est pas indispensable. Donc, ce sont des verges qui sont un peu déformées en érection, mais la déformation reste souple.
quand c'est une déformation qui est acquise, qui s'appelle la maladie de la Peyronie, qui peut être liée soit à un traumatisme, soit à des conditions métaboliques du type diabète de type 2, hypercholestérolémie. Mais du coup, c'est des plaques de fibrose qui s'installent. Donc là, ce sont des plaques de fibrose, un peu comme celles qui se développent dans les artères des hommes qui ont ces maladies. Là, il faut envisager un traitement qui peut être soit chirurgical, soit médical, à base d'injections dans la plaque et associé à des exercices de traction sur la verge pour la remettre droite. Désocialisé, inactif, sous anxiolytique. À 57 ans, je n'ai plus aucune activité sexuelle et quasiment jamais de début d'érection depuis plusieurs années. Il n'y a pas la fin de la question, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce que c'est préoccupant et que faire? C'est préoccupant si c'est préoccupant pour lui. C'est-à-dire qu'il y a apparemment, pour qu'il nous en parle, c'est que c'est préoccupant. Mais voilà, c'est toujours par rapport à soi-même et à l'importance qu'on en donne. Bien évidemment que si pour soi la sexualité est importante, il faut y faire quelque chose et que là, dans son cas qui a l'air un peu effectivement lourd, certainement qu'avec plusieurs médecins, il peut régler des questions. Il y a des questions psychiatriques s'il y a de l'angoisse, il y a la question du sexologue, voilà, et l'urologue aussi certainement, et à tous on peut certainement l'aider et ça n'est pas une fatalité. Une question de Régis, là encore une fois, je ne m'adresse pas à vous, soyez-en sûrs. J'ai un pénis assez long et épais depuis l'adolescence, ce qui me gêne dans la vie quotidienne, est-ce qu'on peut le faire réduire? Alors il existe une intervention chirurgicale de réduction de verge qui est quasiment jamais pratiquée, pour des raisons évidentes. Mais dans certaines dimensions de verge, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous nous disiez, on parlait de taille, les deux extrêmes, certains patients ont des verges, certains hommes ont des verges très, très volumineuses et ça gêne leur activité sexuelle parce qu'ils ont du mal à trouver une partenaire qui s'en accommode. Pour ce genre de questions, les hommes viennent tout seuls ou ils viennent avec leur compagne ou compagnon? Il y a les deux cas de figure. C'est vraiment ça, moitié-moitié, je veux dire, c'est à peu près équivalent. Les patients qui prévoient de se faire opérer pour se faire agrandir la verge, en général, c'est une décision qui est très, très secrète. Ah, d'accord. Alors, la prise de renseignements sur tout ça, ça se vit en couple assez souvent. Mais le patient qui décide de se faire opérer, souvent, c'est quelque chose c'est encore assez tabou. Et ça pose des problèmes puisque la chirurgie est toujours à risque, quel que soit l'organe qui est opéré. Et quand parfois ça se passe mal, voire très mal, ce sont des familles qui découvrent que ce jour-là, le patient se faisait opérer, qui découvrent de quoi il se faisait opérer. Voilà, c'est beaucoup plus tabou que la pose de prothèse mammaire. Totalement, oui, bien sûr. Parce que ça s'adresse pas... Bien sûr. Bien sûr. Mais je le regrette, mais c'est vrai. C'est les femmes, quand elles ont un problème de sein, de taille, un problème avec leur image corporelle, elles en parlent avec leurs copines. Quand elles sont opérées d'un cancer, elles en parlent avec leurs sœurs, leurs amis, et donc elles vont se faire opérer, enlever un sein, elles savent déjà qui va le reconstruire. Les hommes, quand ils parlent le matin à la machine à café avec leurs copains, tout le monde va bien, tout le monde a fait des exploits la veille, et donc le jour où ça va vraiment pas, ils n'ont personne à qui en parler, puisque les hommes ne partagent pas du tout ça entre eux. On a parlé tout à l'heure de la taille du sexe et en fait, à travers les siècles, la représentation du corps masculin dans l'art a beaucoup évolué. Nous nous sommes intéressés à l'image du pénis à l'époque de l'Antiquité grecque. Reportage Clémence Gardeil, Anneau Cardulot et Denis Moreau. Leur profil parfait et leurs muscles saillants vous font pâlir d'envie. Pourtant, guerriers, athlètes ou jeunes éphèbes, toutes les statues grecques sont représentées avec un petit pénis. Pourquoi les Grecs réduisaient-ils systématiquement la taille du sexe? À l'atelier de la réunion des musées nationaux Grand Palais, nous avons posé la question à Flavien Villard, historien. Ce pénis montre que le citoyen n'est pas une personne qui est obsédée par ses pratiques sexuelles, qui les maîtrise, et qui ne se laisse pas diriger par ça, qui est une personne, ce qu'on appelle en grec modérée, c'est-à-dire l'adjectif sophrone, qui n'est pas finalement porté sur la chose et qui ne se laisse pas diriger dans sa vie par ses désirs. A l'inverse, les personnages représentés avec un gros pénis incarnent à l'époque un contre-modèle de l'idéal masculin.
les personnages mythiques qui sont un peu débridés, hybrides, qu'on appelle souvent satyres ou silènes. Ce sont des personnes en fait mi-bouc, mi-un peu âne, mi-humain, qui eux font partie du cortège de Dionysos, donc du dieu du vin, de l'ivresse, voilà, de cette festivité-là. Et eux laissent libre cours à leur désir, et donc ils sont toujours en érection, ils marchent en érection, ils jouent avec leur sexe, et voilà, donc c'est toujours ça. Les athlètes grecs se démarquaient des autres peuples dans leur façon de pratiquer le sport, puisqu'ils étaient entièrement nus. Au moment des Jeux, pour plus de confort, les hommes attachaient leur sexe. Il y a un lien, une attache. Littéralement, en grec, ça s'appelle la laisse du chien, ou kunodesmé, et c'est une sorte de bandelette de cuir, on pense, qui s'attachait en fait sur le bout du prépuce. On tirait le bout du prépuce, cette partie-là, on nouait quelque chose autour, et après, il y avait deux choix, où on rabattait le pénis contre le ventre, donc en partie haute, ou on en faisait une espèce d'escargot, on le recroquevillait, parce qu'il ne faut absolument pas, quand on est nu, montrer le gland. Ça, c'est une partie qui ne doit pas être montrée, qui doit être cachée. On pense que ce n'est pas spécialement élégant, que ce n'est pas spécialement esthétique, et surtout, puisque c'est la partie qui se montre au moment où il y a l'érection, que cela montrerait une non-maîtrise de soi, dans un moment au contraire de maîtrise de soi, vraiment de pratique athlétique, où on doit montrer sa valeur vraiment au niveau du physique en tant que citoyen important. Pour le citoyen grec, la représentation d'un petit pénis est donc l'incarnation d'un idéal masculin qui doit être modéré en toutes circonstances. Bien loin du grand séducteur, figure qui émergera au XVIIIe siècle. On continue avec cette question. Je n'ai pas d'érection nocturne ni matinale, mais sinon tout va bien. Est-ce inquiétant? Pas obligatoirement. On peut effectivement avec l'âge perdre ces érections matinales et avoir quand même un taux de testostérone qui est suffisant, puisque l'érection matinale, l'érection nocturne est un marqueur du taux de testostérone. Ça peut un peu baisser. Si quelqu'un est jeune, si c'est quelqu'un de jeune, c'est... Ça peut passer aussi et rester très fonctionnel. Donc il n'y a pas à s'inquiéter obligatoirement. Ça passe souvent d'ailleurs avec l'âge. J'ai souvent des sécrétions abondantes du gland et du prépuce lors des érections. Dois-je nettoyer à chaque fois? Est-ce que c'est sale? C'est sale s'il y a un manque d'hygiène, mais si c'est un homme qui se lave une fois par jour, ça suffit. Parce que ce sont des sécrétions qui, elles, ne sont pas sales, elles ne sont pas infectées. Il y a différents profils de fonctionnement des glandes de Cooper, qui sont les glandes qui lubrifient l'urètre avant l'éjaculation, qui permet à l'éjaculation de sortir suffisamment. Ces glandes-là, quand elles fonctionnent un peu trop, au moment de l'érection, il peut y avoir un écoulement, et voilà, c'est pas un signe d'infection ou quoi que ce soit. On continue dans la normalité, hein, c'est toujours comme ça. Stéphane demande s'il y a une dureté normale du pénis à 50 ans. Alors, il y a des statistiques qui, effectivement, disent qu'en gros, je crois qu'on doit être aux alentours de 15-20% des hommes qui ont des pertes d'érection, mais ça reste quand même 80% qui ont des érections normales, et ça avance progressivement petit à petit avec l'âge. Est-il possible de ne plus avoir de pénis, d'être opéré pour le supprimer? Je suis asexuel, question de Philippe. C'est possible, mais ça n'est pas utile. Si le pénis ne sert pas, on n'a pas besoin de le retirer. Et s'il vit mal d'en avoir un? Alors là, ça devient autre chose. Voilà. Si la question, c'est... Voilà. Si le problème, c'est la gêne que constitue la présence de ce pénis, la chirurgie, est-ce qu'elle est possible? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est surtout, il faut envisager de rencontrer un sexologue, un psychologue, peut-être même éventuellement un psychiatre pour discuter de tout ça, pour pouvoir exprimer tout ça. C'est pas quelque chose qui va se régler avec une opération. Vous avez souvent ce genre de demande? Non, pas beaucoup. On sait que ça existe, il y en a beaucoup sur Internet, il y a des forums, etc. On sait qu'il y a un mouvement d'asexualité, c'est sûr. Moi, j'en ai pas au cabinet, mais je m'intéresse évidemment à la question. J'ai pas mal lu sur le sujet. Oui. On nous demande ce qu'est un hermaphrodite. Dominique qui pose la question. Un hermaphrodite, c'est une personne qui est en partie homme, en partie femme, sur le plan génétique. De naissance. Voilà, de naissance, donc chromosomique. Et donc il y a un développement des organes génitaux qui se fait ni clairement vers le sexe de l'homme, ni vers le sexe de la femme. Avec production d'œstrogène et de testostérone? Voilà. Alors, qui existe déjà de toute façon mais chez les femmes. Mais là, du coup, la répartition n'est pas tout à fait nette. Ce sont des personnages qui ont un physique un peu ambigu et qui peuvent avoir une petite verge et la présence d'un ovaire, qui sont
voilà, qui sont il n'y a pas d'identité sexuelle véritablement définie. Et si on veut aller vers ou l'homme ou la femme, ça se choisit en fonction de quoi? Du choix de l'enfant? Alors, non, ça se choisit en général vers la fin de l'enfance, quand on a un peu pu observer quelle direction prend le développement des organes génitaux. Et puis les parents ont aussi un rôle à jouer parce que c'est eux qui ont décidé à la naissance s'ils allaient l'appeler Albert ou Jeannette. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et s'ils l'ont appelé Dominique? C'est ce qui est conseillé de faire. Déjà, quand on constate à la maternité que ce n'est pas totalement défini, il vaut mieux choisir un prénom qui puisse aller de toute façon à l'avenir. Et puis ça, ensuite, il faut le suivre de près avec des généticiens à l'hôpital. Et ça nécessite de la chirurgie en général plus tard. Question d'André, le pénis a-t-il une odeur caractéristique? Alors, caractéristique, je ne sais pas. Il y a une odeur qui est liée à la présence d'une muqueuse, comme les organes génitaux en général. Et voilà. En tout cas, quand cette odeur-là se modifie et qu'elle devient inconvenante, c'est qu'il y a probablement une infection. Est-ce que le prépuce facilite la masturbation? Oh bah oui, sous la main, c'est quand même plus facile, effectivement, comme le disait Sébastien, parce que ça fait feuillet de glissement. Donc voilà, sans prépuce, c'est un peu plus sec et on utilise souvent plus de lubrifiant pour s'aider. J'ai 27 ans et j'ai un pénis avec une couronne perlée. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Peut-on l'enlever, car cela inquiète souvent pendant une relation? Oui, alors la couronne perlée, c'est une situation qui est normale, qui est une hypertrophie des glandes qui sont à la racine du gland. Donc juste au niveau du sillon, sous le gland. C'est constitué de petites papules qui sont comme des petits points blancs, qui sont ni infectieux, ni tumoraux, ni quoi que ce soit. Donc c'est normal. Il y a simplement des gens qui ont beaucoup, chez qui ça se voit bien et d'autres chez qui ça ne se voit pas. Et il y a de plus en plus de demandes de destruction de ces papules. Là, ça se détruit au laser pour ne pas avoir à répondre aux questions qui pourraient se poser. Au laser, du coup, qui est-ce qui le fait? C'est l'urologue, le dermatologue? C'est le dermatologue ou l'urologue, oui. Ouais. Hervé a 48 ans, il n'arrive pas à décaloter son sexe et fait de nombreuses infections urinaires. Est-ce que c'est lié? Et si oui, qui consulter, que faire? C'est probablement lié. Si c'est un phimosis, il faut qu'il voie un urologue. Je suis tétraplégique complet depuis des années, sans activité sexuelle, mon pénis se rétrécit. Que faire? Est-ce que c'est réversible en cas de rencontre d'un jour? Alors que faire? Ça se rétracte parce qu'il n'y a plus d'activité sexuelle, et notamment plus les érections nocturnes, les érections réflexes, parce qu'il y a une désafférentation. La verge n'est plus branchée au système nerveux. C'est réversible, oui, il y a des exercices qui peuvent se faire pour redonner une meilleure souplesse à la verge. Et ce sont des patients qui, en général, ont besoin de porter ce qu'on appelle un étui pénien, c'est-à-dire une sorte de préservatif qui est branché à une poche à urine. Et donc, chez certains patients, cette rétraction empêche de porter l'appareillage urinaire et ça pose des problèmes quotidiens dans l'hygiène. Et également, en cas de rencontre d'un jour, alors en cas de rencontre d'un jour, les érections restent possibles à l'aide d'injections intracaverneuses, notamment dans le cas de ces patients neurologiques. Vous avez souvent des para ou tétraplégiques qui ont besoin? Pas beaucoup au cabinet, c'est vrai que souvent ils sont au bout du parcours. Hospitalier. Voilà. Tout à fait, oui. Et à l'hôpital, maintenant, c'est bien anticipé toutes ces questions, à partir du moment où quelqu'un de jeune arrive comme ça avec des blessures de ce type? De mieux en mieux, bien, c'est rarement parfait encore, hein, mais de mieux en mieux, oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à toutes ces questions. Demain, on va parler des plantes utiles contre les douleurs articulaires. Voilà, d'ici là, passez une très bonne après-midi et à demain. À demain, bon après-midi.